Bonjour. Je vous présente aujourd'hui une partie de mon travail de thèse que j'ai effectué en co-tutelle entre l'Université libanaise et l'Université de Lorraine. Cet exposé est intitulé « Développement des courbes de fragilité pour les ouvrages en maçonnerie soumis à des tassements différentiels ». La problématique de notre exposé, c'est d'essayer de prendre en compte l'incertitude liée à l'évaluation du dommage des bâtiments. On s'intéresse plus précisément à des bâtiments en maçonnerie subissant des tassements de terrain. Donc, on parle de dommages des bâtiments, il y a des origines de ces dommages, il y a des aléas donc, des mouvements de terrain, comme on voit ici, des affaissements, des retraits et gonflements. Une fois ces mouvements de terrain ils sont transmis aux bâtiments par l'interaction sol-structure, les bâtiments ils vont être endommagés. On a donc des dommages de ces bâtiments. On s'intéresse à étudier la sévérité de ce dommage. Donc, pour étudier la sévérité de ce dommage, on a remarqué qu'il y a dans la littérature une diversité des méthodes d'évaluation de ce dommage, une diversité des paramètres utilisés à catégoriser ce dommage, comme on voit dans ces tableaux-là. Donc, la diversité de ces méthodes d'évaluation de ce dommage, ainsi que la diversité des paramètres seuil utilisés à catégoriser ce dommage, et la diversité des typologies des bâtiments, tout ça, il induit une incertitude dans l'évaluation de ce dommage. Par exemple, on présente ici un exemple des diagrammes de plage de variation d'un des paramètres seuil utilisés pour catégoriser le dommage. Le paramètre seuil-là, c'est le ratio de déflexion. C'est quoi le ratio de déflexion? Comme on voit dans cette figure, c'est la déflexion delta du bâtiment divisée par sa longueur. Donc, on remarque dans ces diagrammes que différents auteurs ont proposé des valeurs seuil de ce ratio de déflexion. On présente encore en rouge une méthode analytique qu'on a adoptée dans notre travail de recherche, c'est la méthode de Burlon. On a fait une étude de sensibilité sur cette méthode. On remarque que tous les seuils présentés par tous les auteurs, ils sont à peu près cohérents. Et on a remarqué qu'en faisant une étude de sensibilité sur l'une de ces méthodes, la méthode analytique de Burlon, on a obtenu des plages de variation des seuils dépendant des typologies des bâtiments. On a donc des chevauchements des intervalles. Une même valeur seuil, elle peut présenter différentes catégories de dommages dépendant des propriétés des bâtiments. Donc, il y a un problème d'incertitude là qu'on va le tenir compte en traçant des courbes de fragilité. Donc, alors, je note que notre objectif, donc, c'est d'améliorer cette incertitude dans l'évaluation du dommage des bâtiments en traçant des courbes de fragilité. Quel est le rôle de ces courbes de fragilité? C'est d'obtenir la probabilité d'être positionné dans chaque catégorie de dommages, dépendant de la sévérité du mouvement du bâtiment et dépendant de la typologie de ce bâtiment. Je présente ici un exemple de courbe de fragilité déjà tracé pour le dommage des bâtiments en cas de mouvement sismique. Ce qui nous intéresse dans notre exposé, c'est le dommage des bâtiments sous l'effet d'un tassement différentiel. Donc on va tracer des courbes de fragilité pour obtenir la probabilité d'être positionné dans chaque catégorie de dommages en fonction du ratio de déflexion du bâti et en fonction de ses propriétés. Donc, afin de tracer ces courbes de fragilité, la démarche qu'on va suivre dans ce cas, c'est de premièrement choisir un critère d'intensité, une typologie des bâtiments, une méthode d'évaluation du dommage, une échelle de ce dommage. Une fois on choisit ces 4 éléments, on va générer un ensemble N, soit 1000 dans notre cas, de bâtiments. Pour chaque typologie, on va faire varier le critère d'intensité qui sera le ratio de déflexion dans notre cas afin de calculer la répartition des dommages pour ces 1000 bâtiments et puis calculer la probabilité d'atteindre chaque catégorie de dommages. Donc, afin de choisir notre critère d'intensité, notre échelle, notre méthode d'évaluation de dommages, on a adopté la méthode analytique de Burlon et l'échelle de Burlon pour évaluer le dommage. Cette méthode, elle se base à considérer une façade d'un bâtiment en maçonnerie comme une poutre simplement appuyée en ses extrémités sous l'effet de son poids propre. Cette poutre a donc ses propres propriétés géométriques, longueur, hauteur, mécanique, module Young équivalent de cette maçonnerie, module cisaillement équivalent. Cette poutre, elle va subir un tassement de terrain, soit représenté ici par la déflexion delta. Il y a donc une relation analytique entre le ratio de déflexion delta sur L de cette poutre, les propriétés géométriques mécaniques de cette poutre et les déformations présentes dans cette poutre. En fonction de cette déformation de cette poutre, on peut évaluer ce dommage. Les déformations de cette poutre en flexion peuvent être critiques soit en zone de flexion, comme on voit ici, epsilon B au milieu de la poutre, soit en zone de cisaillement, comme on voit au niveau des supports. Donc, en comparant ces valeurs de ces déformations à des valeurs limites d'extension proposées par Burlon, on peut catégoriser le dommage réparti sur 6 échelles
de D0 à D5 pour des dommages négligeables à des dommages très sévères. Burlon a considéré comme hypothèse qu'il y a des typologies de bâtiments où l'élancement horizontal L sur H est égal à 1 en conservant la relation isotrope E sur G égale 2,6. On représente donc dans ce tableau les valeurs seuil proposées par Burlon. Mais selon une étude bibliographique qu'on a déjà faite, on a remarqué que les typologies de bâtiments, elles peuvent varier. Donc, l'élancement horizontal, il peut varier. Le module Young sur le module de cisaillement équivalent de la maçonnerie, il peut encore atteindre des valeurs très grandes, dépendant des propriétés des matériaux utilisés dans cette maçonnerie, dépendant du pourcentage d'ouverture présente dans cette maçonnerie. Donc, on a choisi maintenant notre critère d'intensité, notre échelle de dommage, notre méthode. Il reste à définir une typologie afin de tracer ces courbes. La typologie donc qu'on va tracer, qu'on va définir dans notre cas, elle se base à deux paramètres. Un paramètre géométrique, le lancement horizontal des bâtiments, longueur sur hauteur, et un paramètre mécanique, c'est le ratio E sur G, module de cisaillement et module de Young équivalent de cette maçonnerie. Donc, je rappelle, on a trouvé que ce ratio E sur G, il dépend des pourcentages d'ouverture de la maçonnerie, il dépend des propriétés des blocs et des joints utilisés dans cette maçonnerie. Ici, on a choisi 4 cas de l'élancement horizontal, passant d'un élancement faible à un élancement exceptionnel, comme on voit dans ce tableau. On a fait une étude analytique en faisant recours encore à des études de la littérature afin de définir ou bien de donner une signification physique à des intervalles de E sur G qu'on a cherché. On a proposé donc 4 intervalles de E sur G, 2,6 à 11, 10 à 19, 17 à 28 et 36 à 52, dépendant des types de blocs et types de mortier. On a pu définir une bonne signification physique de deux premiers intervalles. Les deux autres intervalles, on s'est basé à définir le caractère de joint au niveau de leur résistance au cisaillement. Donc, on a proposé alors 4 intervalles d'élancement horizontal, 4 intervalles du ratio E sur G. En total, notre typologie consiste donc de 16 types de bâtiments en maçonnerie. Ayant donc notre typologie, on va procéder maintenant à tracer nos courbes de fragilité. Pour tracer ces courbes de fragilité, on est en train d'appliquer la méthode analytique de Burlon. Dans cette méthode analytique, on peut avoir donc, comme j'ai déjà dit, soit des déformations en zone de flexion critique, soit des déformations en zone de cisaillement critique. Donc, on considère en premier temps que les deux cas sont critiques. On trace les courbes de fragilité relatives au cas de flexion critique, la courbe 1, les courbes de fragilité relatives à un cas de cisaillement critique, la courbe 2. On essaie de combiner les deux par la courbe 1 plus 2, là. Et puis, on commence à tracer la courbe résultante de ces deux cas en prenant la probabilité la plus grande du dommage entre le cas de flexion critique et le cas de cisaillement critique pour obtenir enfin la courbe de fragilité relative à chaque type de bâtiment en maçonnerie. Donc, je présente maintenant un exemple de ces courbes de fragilité déjà construites. Si on prend par exemple un cas de référence, le premier intervalle de E sur G de 6 à 11, le premier intervalle de L sur H, un élancement faible de 2 à 4, afin d'étudier l'effet de L sur H sur les courbes de fragilité, on a remarqué qu'en augmentant l'intervalle de L sur H, l'état critique est davantage relié aux déformations en zone de flexion. Mais si on augmente l'effet de l'intervalle de E sur G dans un autre cas, on remarque que l'état critique est davantage relié à des déformations en zone de cisaillement. Comme ça n'apparaît pas les courbes pointillées dans les résultantes. Là. Donc, comme application de ce calcul, si on fait un recours au diagramme du ratio de déflexion obtenu par l'étude de sensibilité que j'ai présentée au début de l'exposé, si on choisit par exemple un ratio de déflexion delta sur L égal à 0,0016, on remarque dans ce diagramme de chevauchement d'intervalle qu'il y a, on peut être positionné soit dans la catégorie D2 ou la catégorie D3 du dommage. Si on considère par exemple qu'on est devant un mortier de ciment avec un élancement horizontal faible, si on fait un recours à la courbe de fragilité équivalente à cette typologie, on trouve que la probabilité de dépasser la catégorie de dommage D1, c'est de 100%. La probabilité de dépasser la catégorie de dommage D2, c'est de 85%. Et D3, c'est de 35%. Comme conclusion de ce travail, on a pu dans ce travail donc dire que l'évaluation de la sévérité de ce dommage a été étudiée en termes probabilistes en traçant des courbes de fragilité. Ces courbes
permettront pour chaque typologie de bâtiment de savoir la probabilité de dépasser chaque catégorie de dommages. L'utilisation de ces courbes permet ainsi de tenir compte de l'incertitude présente dans l'évaluation du dommage des bâtiments en maçonnerie. Merci.